patience afin que chacun puisse se connecter et ensuite nous commencerons notre webinaire. À nouveau, bienvenue à tous. Nous allons vous donner quelques minutes pour pouvoir vous connecter. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Et je vous propose donc de commencer. Bonjour, bienvenue. Merci de vous être connectés de partout dans le monde. Merci de vous être connectés pour ce webinaire. Et avant de continuer, je vais également vous informer que vous avez la possibilité de nous suivre dans la langue de votre choix, c'est-à-dire en anglais, en français et en bahasa. Pour sélectionner la langue de votre choix, n'hésitez pas ici de cliquer ici sur Interprétation et ici de sélectionner donc la langue de votre choix. J'espère que vous avez pu ici sélectionner la langue de votre choix et je vous propose tout de suite de commencer. Le webinaire d'aujourd'hui va se concentrer sur les solutions basées sur la nature pour répondre à ces vagues de chaleur urbaine. Je vois que nous sommes nombreux ce matin, donc merci à tous. Je suis Hélène Wanjo Hiopil. Je suis responsable de l'engagement et des actions climatiques pour la WRI Afrique. Et n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat si vous souhaitez vous présenter, nous expliquer dans quelle ville vous vivez. Donc n'hésitez surtout pas. Ce webinaire est le deuxième webinaire d'une série de 3 webinaires. L'objectif est de renforcer les capacités des responsables urbains, des responsables de différentes villes, afin de pouvoir mieux s'adapter, d'évaluer les dangers liés au climat dans les zones urbaines et de pouvoir répondre ici à ces dangers liés aux inondations et aux vagues de chaleur dans les villes. Alors, un premier webinaire a déjà eu lieu le 5 février. Encore une fois, l'enregistrement est déjà disponible. Et d'ailleurs, comme pour le webinaire d'aujourd'hui que nous allons également enregistrer, vous aurez également accès à ce lien. Comme je l'ai dit, donc, le webinaire d'aujourd'hui est le webinaire numéro 2 dans cette série. Et nous allons parler des vagues de chaleur. Nous allons aussi parler des pollutions, notamment des solutions qui sont disponibles afin de pouvoir répondre à ce réel défi dans nos grandes villes. C'est un webinaire qui est organisé par Urban Shift en collaboration avec ses partenaires pour soutenir ici les villes à développer des approches intégrées, développer leur résilience et un futur zéro carbone pour les populations et le climat. Nous sommes également financés par le GEF et par le PNUE et les partenaires WRI, C40, ICLEI et le PNUD. Pendant ce webinaire, vous aurez peut-être des questions. Pour ce faire, je vais vous demander d'utiliser la fonctionnalité ici questions-réponses. Vous pourrez donc nous poser toutes vos questions par écrit et ensuite nous vous répondrons, parfois par écrit et parfois donc oralement ici en fin de session, puisqu'en fin de session, nous aurons cette possibilité notamment de faire une session de questions-réponses. N'hésitez donc pas à échanger avec nous, à nous faire part de vos questions et de vos commentaires pour que nous puissions répondre en fin de session ou au fur et à mesure du webinaire. Je vais maintenant ici passer tout de suite la parole à Lubaina Rangvalak de la WRI Inde qui justement va mettre les choses en contexte s'agissant de ces chaleurs urbaines, de ces vagues de chaleur, de ces canicules et comment pouvoir
Justement, que mettre en place des solutions basées sur la nature pour répondre à ce réel défi. Sur ce, et sans plus attendre, je vais passer la parole ici à donc Lubaina Rangvala. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci à l'équipe Urban Shift. Alors vraiment que ces canicules, ces vagues de chaleur en Inde sont extrêmement prépondérantes. Nous avons de grandes villes qui réellement que sont les victimes de ces vagues de chaleur et nous avons donc dû développer des interventions pour répondre à cet élément critique. Alors je voudrais partager ici quelques éléments avec vous. Alors en Inde, nous savons que ces canicules sont présentes à travers l'ensemble du pays. Cela touche de très nombreux centres urbains et il n'y a pas réellement de réglementation en place à respecter en la matière. Donc, c'est une opportunité et à la fois un défi, puisque cela veut donc dire que nous devons donc ici, au sein de la société, trouver des solutions qui peuvent être des solutions menées au niveau de ces communautés urbaines ou plus générales dans le cadre de coopération régionale. Nous n'avons pas non plus d'organisme national, donc d'autorité, qui réellement cherche à répondre à ce problème des canicules dans les espaces urbains. De même, les ressources qui sont mises à disposition ne sont que des dispositions ici à court terme, notamment. Cela veut dire qu'il n'y a pas réellement de mesures qui sont incluses dans la conception de ces villes ou des mesures finalement qui sont pérennes et durables. Cela veut également dire que les mesures qui sont mises en place par les autorités sont en général des mesures de court terme et qui sont mises en place en fait par différentes autorités, parfois avec un certain degré de succès. Mais malheureusement, cela entraîne énormément de bureaucratie et très peu d'actions coordonnées. Les données dont nous disposons et sont également ici peu fiables, puisque d'abord elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas exhaustives, et puis nous manquons également de ressources techniques et financières pour vraiment comprendre les implications de ces canicules. Et pour l'instant, réellement, nous n'avons que très peu de données, très peu d'éléments de preuve que l'on pourrait utiliser pour essayer de comprendre les besoins. Dans le cadre également de ces besoins, il faudrait aussi pouvoir cibler certaines interventions à travers aussi les différentes institutions, les différentes autorités, afin qu'il y ait une meilleure coordination, comme je le disais, peut-être des mesures à long terme. De même, nous savons que de nombreux efforts en lien avec les solutions basées sur la nature, vers cette transition énergétique, avec par exemple le nombre d'arbres qui sont plantés dans une certaine zone, eh bien, en général, ça se concentre plutôt sur l'amélioration physique, esthétique d'un quartier ou d'une zone de la ville plutôt ici que sur réellement, eh bien, qu'il y a des besoins ici sur ces éléments, sur ces éléments qui sont vraiment en lien avec l'amélioration du climat ou l'amélioration ici de la situation pour la population.
Alors, nous avons également de très nombreuses interventions qui sont là, et ce sont donc de pouvoir nous engager dans cette recherche, notamment ici pour l'ensemble des communautés, pour qu'il y ait réellement une différence et pour que cela puisse être mis en place de manière efficace. Et je vais tout de suite, d'ailleurs, sans plus attendre, passer la parole à Hélène. Merci. Alors, merci pour cette mise en contexte. Et je vais tout de suite passer la parole ici à notre première intervenante. Et notamment, je pense que certains ont eu des difficultés avec le chat, mais je pense que ce problème est désormais résolu. Donc, n'hésitez surtout pas ici. Et c'est avec plaisir que je passe la parole ici à Diptyn et à l'Otse, pardon. Alors, c'est très intéressant justement parce que nous allons vous entendre dans le cadre de votre perspective et notamment par rapport à ces différences. Alors, merci beaucoup. J'espère que cela semble fonctionner. Je suis. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette mise en contexte. Je travaille ici sur cette résilience au changement climatique et je pense que très clairement que s'agissant de ce risque climatique, c'est un vrai risque qu'il faut tout d'abord accepter et ensuite qu'on ne peut pas nécessairement complètement modifier, mais en tout cas que l'on peut essayer de limiter les impacts. Alors j'ai également une présentation, j'avais préparé donc ces diapositives, je vous demande un instant. Voilà, cela semble fonctionner. Tout d'abord, on m'a demandé de expliquer ce qu'était eh bien, le défi en matière de climat à Chouani, dans cette zone urbaine. Alors, nous avons commencé finalement il y a déjà quelques années avec des études sur ce concept. Nous avons donc mesuré et nous avons ainsi revenir sur ces éléments. Là encore, dans le cadre de ces échanges, cela pourrait vraiment faire la différence. Alors, encore une fois, comme nous le savons, que ces données nous ont montré qu'il y a réellement changement climatique avec l'augmentation de ces températures. Et maintenant, il faut se demander finalement, dans cette perspective urbaine, quels sont les impacts concrets. Et je sais que nous sommes d'ailleurs très nombreux aujourd'hui, nous sommes près de 180 personnes. Et cela justement montre à quel point c'est un thème qui est aussi important. Et nous savons très bien que s'agissant de l'intensité de ces interventions ici, eh bien, il va falloir que ces interventions soient ciblées et aient une efficacité prouvée. Nous avons, nous devons répondre à ces impacts de ces canicules, donc être spécifique par rapport au type d'impact et commencer bien évidemment par la conception de nos villes qui doit évoluer pour prendre cela en compte. Mais il y a également, pour les infrastructures déjà existantes, trouver des solutions de limitation donc de ces impacts et donc des impacts du changement climatique. Dans le cadre donc de notre étude, une fois qu'elle a été complétée, que nous avions toutes les données nécessaires, nous avons fait aussi une étude des risques, des vulnérabilités
Et c'est là que nous avons commencé à parler du, de ces différents concepts, notamment de ces zones qui étaient particulièrement à risque de canicule, de cette vulnérabilité liée à l'augmentation des températures. Et c'est à partir de là que nous avons pu réellement comprendre pourquoi est-ce que nos communautés étaient fortement impactées par ces stress liés à l'augmentation des températures. Nous avons ensuite créé un plan d'action climatique extrêmement détaillé, impliquant l'ensemble, l'ensemble de tous les services municipaux. Et dans le cadre de cette compréhension socio-économique, nous avons pu exactement également constater que cette mise en perspective était nécessaire, notamment en matière de transport public. Nous avons travaillé par exemple avec différentes associations, comme par exemple l'association des taxis de la ville et d'autres organisations professionnelles. Donc nous avons également travaillé par exemple avec les transports publics et nous avons ici travaillé justement, eh bien, quelles les implications de ce changement climatique et de ces vagues de chaleur. Notre dernière activité, donc la plus récente d'ailleurs, pour réellement comprendre les défis liés à ces vagues de chaleur dans les contextes urbains, était un projet de veille des températures à Chouané. Et donc la Banque mondiale nous a envoyé des experts en matière statistique. Et c'est vraiment fantastique ce qu'ils peuvent partager avec vous, puisqu'à partir de là, nous avons vu vraiment à tous les niveaux de la ville, dans ces différentes zones, nous avons pu comprendre en fait finalement de manière extrêmement localisée les impacts de la chaleur. Et on a pu voir aussi la disparité au sein de la ville entre certains quartiers, entre certaines zones. Et d'ailleurs, je vais vous montrer finalement ici une photo parce que tout à l'heure, l'intervenante a parlé ici de la qualité des arbres qui sont plantés, de quels arbres on plante et que parfois on ne fait pas assez attention à l'objectif de planter ces arbres et que ce n'est pas juste quelque chose d'esthétique et visuel. Et justement, je vais vous montrer une photo tout à l'heure qui va illustrer cela très bien. Donc voilà quelques images maintenant, partage avec vous. Voilà notre empreinte urbaine et climatique. Donc très clairement. On voit que dans les zones urbaines, les températures sont beaucoup plus élevées. Nos zones à risque ici, il y a de stress climatique. Donc en rouge, les zones qui sont ces zones à risque actuelles et en bleu, les zones futures. Cela veut dire que si à l'heure actuelle, nous ne mettons rien en place, pas de mesures pour réduire ici les risques climatiques, eh bien, très clairement, notre ville sera absolument invivable à l'avenir. Voici quelques images de notre projet avec la Banque mondiale, donc sur cette veille des vagues de chaleur. Vous voyez sur la droite les zones en bleu. Eh bien, c'est un quartier qui est extrêmement vert, avec ici beaucoup d'arbres, des grandes rues, des avenues. Et en rouge, on parle de zones beaucoup plus peuplées, avec ici une population plus élevée, une plus grande densité de population. Ce sont aussi
zones qui sont également d'un niveau social, économique et social inférieur. Vous voyez également ici des images qui nous viennent de ce projet et vous voyez la différence en fait lorsqu'il y a des arbres, vous voyez sur cette mesure de la température. Et dans certains commentaires tout à l'heure, on parlait aussi de la qualité de ces arbres. Eh bien, c'est un exemple ici. Vous voyez ici de l'arrêt de bus. Donc encore une fois, ici, lorsque certains se disent que planter des arbres, cela ne sert à rien, que cela c'est juste joli, eh bien ces images finalement sont la preuve du contraire, que on peut avoir ici, eh bien, qu'il y a un réel impact positif sur les températures grâce à ces arbres arrivés à maturité. Voici également un autre projet qui a été mené par le Conseil de recherche médicale en Afrique du Sud. Alors, ce sont des images de drones. Et là, vous voyez, ce sont des images ici de cette station de taxi. Vous voyez, c'est propre, c'est beau, c'est très bien organisé, ça a l'air sécurisé. Mais regardez ici, vous voyez en fait que les abris ne couvrent qu'à peine les taxis. Et je pense que lorsqu'on parle de cette qualité qu'il y a d'abri, eh bien, ce n'est pas quelque chose de qualité parce que là, très clairement, on voit qu'il va faire extrêmement chaud dans ces véhicules. Et ce qui a été très intéressant avec ce projet, justement, c'est qu'une fois qu'on avait fait cette recherche, on a contacté les développeurs et on leur a proposé ici quelques interventions pour améliorer ici c'est la qualité de ces abris. Malheureusement, ils n'ont pas voulu ici accepter nos idées, ce qui est vraiment dommage. Parce que, évidemment, ce qui est plus facile, c'est d'agir dès le début de la conception de votre projet plutôt que après coup. De même, ici, vous voyez eh bien, nos communications sur la droite. Évidemment, quand il fait très chaud, ici, on ne se sent pas bien. Et ce sont des exemples, justement, de ces messages que l'on fait passer sur, bien évidemment, les précautions à prendre en cas de canicule, en cas de vague de chaleur. Ce sont des outils de plaidoyer que nous avons distribués. Un autre thème qui est également complexe, il y a un développement très important dans cette zone. C'est un développement de plusieurs milliards de randes dans un emplacement extrêmement stratégique puisque c'est près de Pretoria et ce sont des terres privées et c'est également une ceinture de verdure. Et c'est le seul point ici de verdure entre deux zones extrêmement popu ici euh, p- habitées, ici avec une vraie densité de population dans cette ville de Pretoria. Alors il y a des années, un projet donc avait été présenté et c'est vrai que nombreux sont ceux qui sont extrêmement anxieux par rapport à ce projet, notamment. S'agissant ici de voir une zone qui était une zone déjà qui est extrêmement peuplée, qui souffre déjà de canicule et que l'on va finalement encore continuer à urbaniser sans prendre en compte ici il y a ces questions vertes et de solutions basées sur la nature. Et moi, je pense que justement,
comme le développement ici de cette zone n'a pas encore débuté, je pense qu'il aurait fallu réellement commencer à avoir une, un changement, mais malheureusement, on n'a pas toujours un échange extrêmement positif avec les consultants, avec les responsables de ce projet, et c'est un peu difficile à avancer de manière constructive. Donc, il y a eu toute une analyse qui a été réalisée sur la base de ces plans. Alors, au début, évidemment, les choses se sont mieux passées, mais finalement, ce qui a pu être possible, c'est de démontrer, c'est qu'en plantant 1000 arbres et et ici agissant aussi sur la verdure sur les toits, cela pouvait réellement ici modifier la conception de cette zone urbaine. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait vraiment dû être fait. C'est-à-dire qu'ici, on a pu travailler avec les développeurs avant qu'ils commencent. Et ça, c'est important, afin de voir comment intégrer donc les solutions basées sur la nature pour justement ici et bien mettre cela en place. Alors, un autre projet difficile. Nous avons ici, dans la ville de Tsoigny, différents projets pilotes, mais c'est aussi une ville en pleine croissance. Donc, on voit vraiment un vrai développement. Et nous avons notamment mis en place certains abris. Donc, ce sont des projets que nous avons ici mis en place. Et il s'agit ici de ces abris qui sont faits en tôle, comme vous pouvez le voir, et donc qui sont extrêmement étouffants. Et donc, ça n'aide pas du tout. Il fait extrêmement chaud. Cependant, une organisation en Afrique du Sud qui s'appelle l'Institut de développement des énergies, qui est en Afrique du Sud, dans le cadre de leur programme de réduction de la montée des températures, eh bien, ils ont mis en place un projet au sud du Cap, donc là où il fait extrêmement chaud. Et ici, grâce à une peinture spécifique, c'est en fait une peinture qui reflète les rayons du soleil et qui limite donc ici les températures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans le cadre de cette intervention, ils ont pu, en fait, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, on a pu, par rapport à ces abris ici en tôle, ici, réduire la température dans ces abris. Alors, encore une fois, ce n'est pas l'idéal, mais ici, grâce à une action très simple qui est l'application de cette peinture, on a pu limiter les températures à l'intérieur de ces abris en tôle. Donc également, cela concerne les personnes qui vivent dans des bidonvilles autour de notre ville. Il s'agit donc également pour nous, enfin, de pouvoir aider ces personnes qui travaillent et surtout qui vivent dans des conditions qui sont déjà difficiles. Et évidemment, nous cherchons à promouvoir des hébergements décents, mais ce n'est pas toujours possible en permanence. Donc voilà la solution temporaire. Nous essayons de mettre en place des produits du marché. Nous avons également entendu que oui, nous pourrons faire plus de plaidoyer avec les trusteurs nationaux, avec les départements nationaux, avec les établissements humains, de façon à ce qu'on puisse incorporer, intégrer cette structure de refroidissement dans le cadre du programme de mise à l'échelle pour les établissements informels. Un diapo. Maintenant, en matière des points clés, je vois que la montre, que le temps passe. Alors, premièrement, nous avons besoin de la démocratisation
quant aux dangers posés par la chaleur, et notamment pour, dans le cadre des ressources institutionnelles qui s'attaquent à, à la chaleur et au stress apporté par la chaleur. Notre compréhension de la chaleur urbaine doit pas, n'a pas reçu les ressources nécessaires pour pouvoir apporter une réponse à l'auteur de ce défi. Deuxième, il est important de faire levier de nos partenariats pour pouvoir favoriser l'accès à des données et à des outils. La plupart de ma présentation s'est centrée sur la capacité des institutions d'excellence telles que la Banque mondiale à faire des opérations et cela nous a permis d'avoir une vision, notamment grâce au Conseil de recherche médicale de l'Afrique du Sud, mais nous avons été en mesure d'illustrer et de démontrer le stress apporté par la surchaleur en ville. Et dernier point, et c'est là que je voulais marteler l'importance du plaidoyer et du renforcement des capacités pour promouvoir les services sanitaires efficaces pour lutter contre la chaleur en ville. Merci de votre attention, merci de l'opportunité et j'espère que mes enseignements ont été importants. Merci, merci Liska pour le partage de ce point des connaissances en matière des défis. Cela a été très éclaircissant. Je pense que ce sont des défis que nous devons surmonter tous. Maintenant, je me tourne vers notre suivante exposante, Dipti Talpadé. Elle est directrice du programme de développement et de résilience urbaine au sein de WRI Inde. Et vous avez la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci. Merci, à nouveau, merci de l'organisation de ce webinaire. Et je m'appelle Dipti Talpad, merci de l'invitation. Et je vais vous partager le problème que nous devons surmonter, notamment quant à la résilience à la chaleur. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, 2 petites secondes. Pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous diviser le contenu de ma présentation en 5 piliers. Premièrement, nous souhaitons comprendre qu'est-ce que la chaleur urbaine et l'augmentation des températures. Ensuite, l'impact sur la santé, l'approche scientifique pour le verdissement et la nature et les solutions vertes, des études des cas qui peuvent être utilisés pour réduire les températures, mais également les plans et les politiques pour la résilience à la chaleur. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une vidéo de 2 minutes et celle-là, c'est et c'est un peu pour contextualiser ma présentation. Lorsque nous avons commencé à mesurer la chaleur en ville, nous avons utilisé des stations climatiques, météorologiques qui nous ont fourni une vision de la ville, mais ils ne nous ont pas donné des données au niveau local. C'est là que notre organisation a commencé à travailler. C'est une plateforme de données ouvertes qui nous permet d'avoir accès à plusieurs sources d'informations de façon très simple pour articuler ces informations pour créer des cartes non seulement sur les températures, mais également quant à la végétation et les matériaux dans la ville. Nous voyons une zone d'environ 1 kilomètre. Nous voyons que cela, euh, c'est une tendance dans les villes et cela a été un élément important pour nous à prendre en compte. Aujourd'hui, nous pouvons montrer au gouvernement l'impact. L'étape suivante était comprendre les mesures sur le terrain, mais également mettre en œuvre des mesures pour le verdissement de ces régions. Nous avons commencé avec le projet Aderigatpur. C'est un projet de transformation de 8 kilomètres pour une autoroute
Ce sont de petits pas, mais des pas qui vont dans la bonne direction. Avec ces interventions qui se façonnent, nous allons construire une ville qui sera plus équitable, adaptable et résiliente à l'avenir. Cette vidéo nous donne une vision des d'où nous devons prioriser la verdisation. Et si nous souhaitons définir euh, notre projet, voilà un concept, euh, la surface, la température des surfaces. C'est un concept qui arrive d'un point de vue satelllital, à savoir comment la température de la surface. Vous pouvez voir trois cartes sur la diapositive. Nous avons l'utilisation des cartes avec les changements de température pour chaque région. Vous pouvez voir la densité en vert euh, au milieu, tout en haut, pour le parc national du Mumbai. Et cela correspond à la température de la surface. Et en vert, nous avons moins de 26 degrés, qui est désormais 28 degrés Celsius affichés en jaune. Alors, euh, il y a eu le même phénomène qui a été observé en matière d'urbanisation, les températures de la surface. Et sur ces diagrammes, nous pouvons voir les différents types de matériaux qui sont utilisés et la chaleur y est associée. Le bâtiment, par exemple, les surfaces, le béton, les routes, les surfaces absorbent de la chaleur. Et en bleu, nous avons l'eau corporelle et due à l'évaporation. Nous avons également le verre, la végétation, le transport, l'évaporation et comment la température baisse autour de ces facteurs. Voilà notre ville et un concept pour la température de la surface. Au-delà du changement euh, de réchauffement qui est derrière cette augmentation des températures. Un autre concept important, c'est la chaleur urbaine. C'est un îlot de chaleur urbaine est un phénomène dans lequel une zone urbaine est nettement plus chaude que les zones rurales environnantes en raison des activités humaines intenses. La et il y a plus de végétation dans la région rurale, donc les températures sont plus basses et les températures mesurées dans ce diagramme, nous pouvons voir la température de la surface et la température de l'air pendant la nuit et la journée. Vous pouvez voir donc les pics qui arrivent dans les plusieurs parties de la ville. Maintenant, pour comprendre quel est l'impact sur la santé, et l'humidité nous nous fait sentir la température plus forte qu'elle ne l'est. Nous avons des applications pour voir la météo et la température s'affiche 33, mais le ressenti, la sensation thermique est à 39. Vu l'humidité, et c'est un facteur justement dans cet index. Sur la planche, nous pouvons voir cette association de deux facteurs qui nous donnent la valeur pour la chaleur utilisée de façon différente dans plusieurs villes. En Inde, par exemple, l'IMD est toujours en fait des dépistages pour déterminer si c'est l'indice approprié pour la région en Inde. Cela vous donne un aperçu de la chaleur en fonction de la région. Ensuite, vague de chaleur, c'est un concept qui a gagné du terrain et une vague de chaleur est une période prolongée des chaleurs beaucoup plus importante que la moyenne dans cette région et cela dépend en fonction de la région du monde. Bien évidemment, le changement climatique est un facteur important qui contribue à la fréquence et à l'intensité des canicules, mais nous avons bien que l'urbanisation favorise une pression des chaleurs qui est créée en milieu urbain où la canicule, la vague de chaleur, est exacerbée. Alors, quel est l'impact de la chaleur urbaine sur la santé?
Si nous nous intéressons aux activités à l'intérieur, à l'extérieur, les personnes qui habitent en conditions intérieures et extérieures, la température temporelle est à 37 degrés. Et s'il y a une déviation, à savoir 0,2 degrés Celsius, cela peut compromettre notre capacité à faire certaines tâches. 1,3 peut impacter notre performance cognitive. Au-delà de 3 degrés, cela peut et- et compromettre la vie de la personne. Nous savons donc bien que la chaleur porte menace. euh, à la vie des êtres humains. Vous pouvez voir que parmi les personnes plus âgées et atteintes d'une condition médicale, les femmes enceintes, les enfants, notamment, sont les populations qui sont les plus exposées à ces vagues de chaleur et également les personnes qui travaillent à l'extérieur, à savoir les policiers, les personnes qui travaillent en déplacement sont plus exposées donc et vulnérables à la chaleur extrême. Il y a donc une corrélation entre la couverture verte, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Sur la gauche, nous pouvons voir la carte de Mumbai où nous voyons en rouge les températures qui sont plus importantes que leur contrepartie jaune. Et sur la droite, vous pouvez voir une carte couverte de vert en vert. Euh, c'est là où la chaleur s'est avérée la plus importante. Voilà une étude faite par la NSW qui nous montre qu'une augmentation de 10% de la végétation entraîne une réduction de la température de surface de plus de 1 degré. Et c'est la montre également que lorsque la couverture végétale mixte est inférieure à 40%, il n'y a pas de réduction de la température de surface de plus de 1%, Celsius. Cela veut dire que si nous n'avons pas une végétation mélangée, la différence et la baisse de température ne sera pas importante. Et c'est important de comprendre cette dimension car la biodiversité va au-delà de la couverture verte d'une monoculture. Alors, végétalisation et pourquoi? Bien évidemment, il y a des solutions de refroidissement, à savoir la toiture refroidissante, les tours refroidissantes, ainsi de suite. Mais sur cette présentation, nous allons nous centrer sur le verdissement urbain, végétalisation urbaine qui augmente non seulement la biodiversité, mais également la surface ombragée. Ça réduit également l'érosion des terres, du sol, réduit les inondations et l'impact sur euh, l'im- et l'impact mental et physique sur les êtres humains. Maintenant, solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce que cela? Ce sont des solutions, bien évidemment fondées sur la nature, mais qui intègrent non seulement la forêt urbaine, mais également cela passe par la réverdisation des zones urbaines, à savoir se rapproprier les rivières, et créer des solutions de construction verte, toiture verte, surface perméable, biorétention, jardin, ainsi de suite. Au bénéfice de l'écosystème, il y a toujours des bénéfices associés, notamment en matière socio-économique. Voilà la présentation de ma perspective et nous devons donc mettre l'accent sur sur les solutions fondées sur la nature. Approche scientifique de l'écologisation. Alors, maintenant la question est, lorsque l'on s'intéresse à la chaleur, la première chose qui nous vient en tête est ce sont les plantes, les plantations. Et nous avons par notre expérience que cela s'est avéré être un échec. Nous Pourquoi? Parce que les plantes ne sont pas préservées, les personnes qui ont commencé le projet ont déménagé et ce sont des défis à surmonter quant à la durabilité de ces types d'interventions. Et si on s'intéresse à Bombay, je me suis centrée sur Bombay pour ma présentation, mais pourquoi? Car euh, nous avons du matériel
nombreux pour cette ville, mais nous avons également plusieurs cas d'études à l'échelle internationale. Voilà donc les 5 étapes clés pour une démarche scientifique de verdissement. Premièrement, donner la priorité aux zones à haut risque. Deuxième, approche écosystémique. Troisième, adopter une plantation à hydratation positive. Quatrième, s'engager auprès des communautés locales. Et dernière, avoir un plan de durabilité et prioriser le site. Et à Bombay, nous avons 24 et, régions. Et si nous faisons un comparatif de de la température de la surface et la perte des verdures, nous avons vu que nous sommes plus vulnérables à la chaleur urbaine. Nous avons donc encerclé ou mis en carré les zones qui sont à plus forte risque. Voilà le site à prioriser avec les populations les plus vulnérables qui ont une densité importante. Vous pouvez voir que l'index de développement humain est très bas, notamment euh, le, pour le ME. Nous avons donc ensuite une approche écosystémique qui nous permet de comprendre le contexte d'une ville, à savoir Bombay a des mangroves, des rivières, des zones, des corps d'eau. Et en fonction de cet écosystème, nous devons avoir un plan de verdissement. Nous devons donc établir un référentiel pour créer ces plans de verdissement. Voilà quelques illustrations d'écosystèmes qui existent d'ores et déjà à Bombay. Le mangrove, il y a un projet de verdissement qui arrive tout près des mangroves de façon à s'assurer que la plantation soit également associée à ces mangroves plutôt que créer des espèces exotiques qui pourraient être invasives ou peut-être que pourraient périr vu les conditions du sol. Ensuite, troisième considération relative aux besoins en eau. Il y a des systèmes pour le recyclage qui utilise de l'eau sur place et nous allons utiliser ce système avec de l'eau réutilisée pour avoir une durabilité en matière de besoins en eau. Nous avons également fait appel à la collecte d'eau pluviale et à mon avis, le quatrième pilier, engager les communautés, s'avère être le plus important. La plupart des projets avec un taux de succès élevé travaillaient depuis les premiers jours en matière de sélection des sites, évaluation de référentiels, renforcement des capacités et formation de personnel et, et avec des activités de plantation. Et maintenant, ce sont des projets qui se sont pérennisés grâce à la communauté. Et durabilité, entretien, c'est un composant important car il faut comprendre que le projet demande un budget et il faut avoir un budget justement pour la durabilité et pérennisation de notre projet à long terme. Verdissement des formes urbaines, comment faire? Euh, je parle des espaces ouverts, notamment on pense aux espaces ouverts lorsqu'on pense au verdissement, mais il y a, comme vous pouvez voir sur la planche, plusieurs types de verdissement qui peuvent être adoptés. Et c'est là, il n'est pas nécessaire d'adopter des mesures de valorisation et de conservation des sols naturels tels que mangroves, forêts. Cela dépend du contexte et de votre site. Euh, par Et on parle souvent d'une couverture verte accrue, mais bien souvent, être- il y a des zones vertes qui doivent être préservées où la biodiversité est déjà une problématique. Il faut donc créer des politiques qui viennent s'articuler aux mesures qui sont déjà mises en place pour protéger la biodiversité de chaque centre. Maintenant, en cas d'étude à Bombay, où nous avons une zone périurbaine où ils ont décidé de créer une forêt urbaine. Nous avons travaillé avec des bénévoles pour avoir un bon mélange de végétation, de bonne perméabilité
Voilà notre cas d'étude que je trouve intéressant. On s'est intéressé aux zones de capture verte près de la rivière Amity à Bombay. Nous avons identifié des zones de travail qui ont été qui ont bénéficié des projets exécutés et deux zones ont été concernées. Il y a eu une application à plusieurs niveaux avec plusieurs départements pour pouvoir cristalliser cette situation à Bombay. Et quant à ce projet, c'est très sensible à la forêt urbaine. Nous avons su des étangs de rétention hydrique pour attirer, pour favoriser la biodiversité et pour avoir des quais avec une perméabilité forte, mais également des couloirs de biodiversité ont été créés et il y a eu 3 degrés de différence de température dans ces régions. Le verdissement est également, cela passe également par la construction dans les bâtiments, la toiture verdissante. Nous avons un exemple ici sur la planche, agriculture sur les trois, centre de résilience à Chennai. Et vous pouvez voir, ils se sont rendus compte que lorsque il y avait une agriculture sur les toits, la température en moyenne euh, euh, au-dessous de la toiture était réduite de 2 à 3 degrés. Les paysages urbains dans les rues prouvent bien que le verdissement des rues de- peut favoriser la baisse des températures, notamment grâce à l'ombre fournie par la verdure et la perméabilité qui a été augmentée et grâce à la plantation. Voilà. Euh, Une, un cas d'étude qui me semble être très pertinent, nous l'avons fait à Bombay. Nous nous sommes intéressés à un établissement à Bombay qui était en voie de réhabilitation. Cette région avait des problématiques associées à la chaleur, disponibilité de l'eau et ainsi de suite. Et nous avons donc identifié des communautés qui pourraient des communautés dans une zone géographique pour réaménager cet espace et créer un espace de récréation avec une couverture verte. Nous avons donc fait de la place, en quelque sorte, en, en plantant des arbres. Nous avons donc eu une mise en œuvre avec des partenaires sociaux, Yuba, c'était notre partenaire, qui nous ont aidés avec l'activation de ce site, mais également ils se sont assurés que l'ensemble des services, à savoir gestion des déchets, gestion de l'eau et biodiversité, et soit créés avec l'intégration et la participation des communautés. Voilà donc un projet qui va avancer à la prochaine étape. Pour cette zone sur la gauche, vous pouvez voir que il y a des parties grises qui devraient devenir plus vertes à l'avenir. Voilà l'état des cas pour l'amélioration du verdissement local. Stratégie politique à long terme et action stratégique. Le plan d'action pour le climat fait un Bombay associe la résilience à la chaleur avec le verdissement. Et je pense qu'à cet égard, il y a un certain nombre d'initiatives qui peuvent être portées. La mission nationale et les départements de durabilité peuvent s'y tâcher et en matière de création de politiques, nous savons bien que nous avons encore du travail à faire à cet égard, mais nous devons avoir des objectifs ambitieux quant au verdissement. Le manuel de verdissement pour les citoyens à Bombay, c'est un autre exemple euh, de lorsque nous travaillons en matière de développement d'un manuel disponible pour les citoyens pour qu'ils puissent trouver la meilleure façon de verdir leur ville avec des évaluations de terrain, du sol, les espèces endémiques, mais également dans l'écosystème et les ressources disponibles pour leur communauté, pour leur environnement, pour qu'ils puissent savoir quels sont les modèles d'engagement qui sont déjà mis en place, qui peuvent être adoptés. Alors voilà, une des initiatives qui favorise l'implication des citoyens dans une ville. Un autre cas
l'étude sur la gauche, vous pouvez voir le répertoire des espaces ouverts qui a été fait pour l'exercice des sondages que nous avons fait. Sur la droite, nous pouvons voir Mafaton. C'est une méthode participative que nous avons utilisée pour la collecte de données et identifier les espaces qui étaient des zones potentielles pour le verdissement. Notamment, c'est difficile pour une ville si tentaculaire que Bombay. De façon similaire, récemment, des arbres au registre public de la biodiversité, cela s'avère être une bonne initiative pour l'implication des citoyens quant à l'attraction pour favoriser la biodiversité. Il faut donc s'approprier ces mesures à l'avenir pour qu'on puisse être plus conscient de l'environnement d'une ville et de la couverture verte qui devrait gagner du terrain dans la ville pour préserver justement la verdure dont nous disposons dans les villes. Et voilà la fin de ma présentation et je me tourne maintenant vers vous, Hélène. Oui, merci, Dipti, merci pour cette présentation si technique quant à la chaleur urbaine et les solutions fondées sur la nature. Merci. Et je voudrais vous rappeler que les diapositives vous seront envoyées à l'issue de notre session, mais également l'enregistrement de notre session vous allez le recevoir dans quelques jours, l'enregistrement et le matériel des présentations. Alors, nous allons maintenant commencer la session questions et réponses. Je me tourne maintenant vers nos intervenantes. Si vous pouvez ouvrir vos caméras de façon à ce que tout le monde puisse vous voir. Euh, Vous êtes avec moi autour de cette table ronde virtuelle pour répondre aux potentielles questions qui arriveront. Alors, un grand merci, premier avant tout, pour le travail formidable que vous avez fait hein, et et pour répondre aux questions qui ont déjà été posées sur la discussion Zoom. Alors, oui, une excellente question qui a été posée par Colin McQuiston qui se lit quelles sont les problématiques critiques qui dominent la prise de décision pour nos solutions basées sur la nature. Il y a un écart en matière scientifique pour les différentes solutions fondées sur la nature disponibles. Est-ce que le gouvernement a mis en place des politiques euh, qui permettent de mettre en œuvre ces mesures? Quels sont les cas d'études côté secteur privé et entreprise à cet égard? Oui, merci pour cette question. Il y a plusieurs points et je peux vous dire que en matière de gouvernance, premièrement tout, la chaleur urbaine, c'est quelque chose qui est connu depuis à longue date. Il faut donc créer une bonne relation avec le gouvernement. Et à cet égard, travailler avec le gouvernement, avec la communauté et comprendre leurs besoins. Quant aux solutions fondées sur la nature, cela doit venir, euh, la solution doit venir du fond vers le haut. Il faut que la communauté parle et remonte ces informations vers les instances hiérarchiques. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est un défi à surmonter. Je pense qu'à l'avenir, nous pouvons le surmonter. Et par ailleurs, je pense que dans les différents projets que nous avons des défis à surmonter. Et c'est là. Mais un fil rouge a été le financement. Vous avez un projet de grande envergure et cela demande euh, et un projet de verdissement et cela a été très difficile de pouvoir concevoir un budget et notamment pour le verdissement en ville, il faut faire des projets d'excavation et cela demande un gros enveloppe qui va couvrir l'ensemble de coûts pour l'ensemble de nos projets. Il y a un modèle de financement qui pourrait arriver et cela passe également par les fonds des financements philanthropiques, la responsabilité sociale économique. Oui, tout à fait. Et maintenant, il y a le gouvernement qui commence à s'intéresser au financement, mais ce n'est pas à 100%. Et, et nous manquons donc de financement. Voilà quelques portes ouvertes. Il y a le gouvernement qui travaille en matière de disponibilité des ressources. Merci. Et merci. Et Dipti, maintenant je me tourne vers euh,
Et une valeur, quelles sont les barrières pour la mise en œuvre des projets dans les villes, notamment dans les établissements informels, le manque d'espace, la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature et l'infrastructure adaptée et dans les zones précarisées, c'est une problématique pour vous dans vos villes et comment le gouvernement vient s'articuler aux solutions proposées. Et oui, merci. Je pense que la municipalité a un rôle important à jouer. Nous avons 6000 km² et je pense que nous avons la municipalité la troisième plus grande au monde. Alors oui, la place, non, l'espace, c'est un défi et notamment pour les établissements informels, c'est un défi car nous pouvons nous pouvons profiter de cette grande surface et la barrière, donc, et je pense que ce sont les structures de nos subventions. Lorsque nous sommes un établissement informel et que nous souhaitons le formaliser, et nous devons être guidés ou dirigés par une subvention très spécifique que nous devons mettre au profit de la population, à savoir par le biais des activités de sanitation, électricité et services de base, avec une inclusion d'infrastructures écologiques. Et c'est une opportunité loupée car il n'y a pas de provision pour la création des jardins communautaires, par exemple, qui intègrent la sécurité alimentaire. Alors, oui, l'espace, ce n'est pas en soi le problème, c'est la liberté de travailler avec les municipalités. Et il y a les municipalités, il y a les municipalités métropolitaines et les entités environnantes. Et, et ils travaillent tous en articulation. Donc, il y a eu un exemple d'une ville qui avait été et qui a eu une dégradation de leur système de leur écosystème et de leur biodiversité en 2015. Avec la municipalité, ils ont essayé de trouver comment la cause. Ce n'était pas l'inondation, c'était un écosystème qui n'était pas prévu pour faire face aux conditions environnementales qui arrivaient. Alors, comment réhabiliter ce terrain? C'est difficile et c'est là où l'espace joue un rôle important. Dans ce contexte, nous devons trouver des solutions fondées sur la nature pour que les personnes ne soient pas déplacées, les personnes qui habitent dans la région concernée ne soient pas déplacées. Il faut être en mesure de rétablir les services écosystémiques. Et voilà la grande question, comment le faire dans un espace qui est assez contraint. Alors, pour ceux et celles qui ont participé à la réunion Urban Shift à Nairobi, nous avons constaté le manque de financement pour l'infrastructure écologique. Et je pense que c'est là où se trouve le principal défi, pas seulement la disponibilité de l'espace. Par ailleurs, nous devons déplacer et nous devons euh, euh, déplacer les communautés vers des zones d'infrastructure écologique pour pouvoir fournir les services nécessaires. Et c'est un mantra qu'il faut se répéter à maintes fois. L'environnement immaculé est notre première ligne de défense contre le changement climatique. Le changement climatique et les évaluations de vulnérabilité dans les zones à risque climatique nous permettent d'évaluer l'exposition à ces impacts et l'impact négatif justement que ces risques climatiques, à savoir la chaleur, les inondations et les incendies, peuvent apporter à une certaine communauté. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Merci à toutes et à tous. Et nous avons le temps pour une petite question Lubaina. Zariul Bazima nous pose une question. Euh, Est-ce que WRI a fait une recherche quant à l'adaptation climatique
et son intégration dans les établissements informels, notamment à côté des rivières et notamment pour pour la communauté des Nyangosidianes. Est-ce que vous avez dû faire face à une certaine résistance quant à la mise en œuvre de vos projets d'avertissement à Bombay? Oui, merci. Alors, je pense notamment à quatre rapports. Le premier étant un rapport de WRI qui a été publié, cela s'appelle Les communautés préparées. Et cela porte sur le renforcement, l'évaluation du renforcement des capacités nécessaires pour les établissements informels en Inde et comment cela peut impacter les communautés vulnérables dans l'ensemble des pays concernés par la recherche et comment cela en tour peut impacter euh, les établissements informels. Alors, oui, je vais partager ce rapport sur la discussion Zoom de façon à ce que vous puissiez le regarder plus en profondeur. Comme Dipti nous a montré, le verdissement dans les quartiers vulnérables implique des solutions basées sur la recherche. Cela implique également la participation des méthodes des parties prenantes des méthodologies de recherche, recherche sur le terrain et être en mesure de comprendre les impacts que cela peut porter sur la communauté et pour envisionner des projets qui vont poursuivre qui seront pérennisés et qui soient en mesure d'être construits. Et actuellement, nous travaillons sur deux interventions à Bombay et à Mapatone où nous nous centrons sur des communautés vulnérables à côté de la rivière Amity pour faire une cartographie des zones hydriques. Nous avons identifié également des établissements informels où nous essayons d'identifier la perte de verdure et comment la combler dans cet environnement sururbanisé. Nous avons fait cartographie des ressources hydriques nous avons travaillé en permanent avec des bénévoles qui nous ont aidés à faire collecter ces informations auprès des établissements informels. Nous avons utilisé des équipements de surveillance pour concevoir les infrastructures qui pourraient nous aider à surveiller à long terme les ressources hydriques pour comprendre comment l'eau souterraine change et comment les solutions fondées sur la nature pourraient être intégrées dans la planification à l'avenir. Voilà. À deux interventions basées sur des recherches que nous avons au niveau communautaire et finalement nous en partenariat avec plusieurs euh, et nous avons travaillé avec plusieurs partenaires, à savoir un partenaire australien, je pense qu'il s'appelle Aivasi. Je vais créer l'acronyme sur la discussion. Nous avons travaillé à Delhi, en Inde. Nous avons eu des équipes qui ont travaillé sur deux établissements informels à proximité de la rivière Yama. Alors, oui, nous n'avons pas nous ne sommes pas encore allés sur les détails quant à le rejeunissement de la rivière suite à ces interventions, mais nous avons commencé à travailler dans les établissements informels côtiers pour pouvoir identifier les zones sensibles et écologiques qui pourraient bénéficier de nos interventions. Maintenant, en matière de conflits, il y a, comme ma collègue Dipti l'a dit, il faut s'approprier la construction de façon à ce que le membre de la communauté soit toujours mis au courant des types de ressources disponibles et des interventions nécessaires au fil du temps, car un nombre important des interventions arrivent dans les établissements informels et dans le cadre des responsabilités sociales économiques, et cela manque de financement. Alors, comment pouvoir appuyer la communauté de façon durable? Et nous n'avons pas encore conçu le cadre juridique et fiscaux qui pourront nous permettre d'appuyer appuyer la durabilité de ces plans de maintenance pour apporter moyens de subsistance, emploi et intervention dans ces établissements informels. C'est un défi et nous devons donc être en mesure de pouvoir changer les discours
et lorsque nous avons des projets qui ont échoué, cela est une source de conflit et cela demande pour une nouvelle intervention. Nous devons donc apprendre de nos leçons, des leçons précédentes et nous devons avoir de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de défoncer pour pouvoir déployer les ressources nécessaires. Je pense que oui, c'est quelque chose que nous, en tant que communauté, nous devons avoir en tête. Merci, merci Lubaina, merci pour la réponse à cette question. Et quant à la maintenance, merci. Alors oui, et dernière question qui arrive. De la part de Ramon Roman, quant à la conception d'un plan d'action climatique, les variables au-delà de la température qui devraient être intégrées, à savoir la pollution de l'air, si vous pouvez répondre sur la discussion Zoom, ce serait formidable car nous n'avons que 3 minutes maintenant. Et maintenant, je voudrais euh, vous remercier, vous, les intervenantes et pour le partage de ces connaissances. Et je voudrais également remercier l'ensemble des participants. Nous avons parlé longuement, et nous pouvons poursuivre notre discussion sur la discussion Zoom. Alors, je me tourne maintenant vers Luina qui va clôturer ce webinaire. Et ça a été un véritable pour moi d'être parmi vous. Je suis ravie de participer à cette session internationale avec des collègues de Bangkok, Sao Paulo, l'Inde, Nairobi, la Bulgarie, Portugal, Pasigan, Bahreïn, Irak, Australie, Colombie, Nigeria, Éthiopie et bien d'autres pays. Alors un grand merci et je me tourne vers vous, Dubina. Merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui. Nous avons vu un partage important de bonnes pratiques sur des domaines qui sont qui nous tiennent à cœur, notamment lorsqu'on habite en ville, en milieu urbain. Nous avons eu des échanges d'exemples d'intervention pour la transition euh, vers des microclimats. Et Lutzkin a parlé de l'infrastructure écologique et que comment cela peut s'intégrer dans les mandats pour subvention, comment nous pouvons accélérer justement la transition pour protéger, préserver et rétablir les systèmes naturels. C'est quelque chose de très important, notamment à l'avenir. Nous avons entendu la présentation très technique et sur le travail qui était fait à Bombay, non seulement en matière de réduction des températures, mais également le stress associé à la chaleur dans le quartier à un fort impact, mais également comment s'attaquer à ces problématiques, notamment avec les îlots urbains. Nous avons des approches qui pourront être comparées et partagées, des meilleures pratiques qui pourront être reproduites. Et, et, et j'espère que vous avez eu des connaissances et des éclaircissements importants suite à cette session. Nous avons un webinaire de plus sur la série qui se centre sur les inondations urbaines et comment les solutions peuvent atténuer le risque. Nous avons 4 représentants de villes qui seront des intervenants de table ronde qui vont parler justement des solutions apportées en ville et les inondations. Ce sera le 26 mai, non, le 26 mars, pardon. Alors, n'hésitez pas à l'écrire sur votre calendrier. Merci de votre participation aujourd'hui et, et on reste bien évidemment à l'apprentissage, prêt à l'apprentissage pour surmonter ces défis dans nos villes. Merci. I don't know.